Merci de rester avec nous. C'est New World Forum. Nous parlons cette semaine du Togo, de l'actualité politique et des élections législatives à venir. C'est le 20 décembre. Sur notre plateau, Kossi Agbenyega Boka, il est candidat UNIR à ces législatives. Moïse Nyonfam, il représente le nouvel engagement togolais, il est candidat également. Et puis Foli Garaïkoué, cadre de l'Union des forces de changement. Et lui n'est pas candidat. Hein. D'ailleurs, on va lui demander pourquoi, docteur Ekoué, pourquoi vous n'êtes pas candidat? Bon, c'est une question personnelle, mais vous m'avez pris de court en direct. Le législatif ne m'intéresse pas trop. Parce que je considère que les conditions ne sont pas vraiment réunies pour que nos États en Afrique noire fassent ce genre d'exercice. Je crois que la culture politique des masses est trop basse pour qu'on puisse les interroger sur le choix de ceux qui feront les lois. Je crois aussi que le format même de la loi électorale doit être revu. Donc, étant porteur d'un réformisme en termes du choix du pouvoir législatif, par cohérence, je ne peux pas participer à la mise en place de ce pouvoir tel qu'il est fait maintenant. Mais je sais aussi que la situation actuelle est importante pour qu'il y ait une évolution. Donc, entre-temps, on soutient ceux qui en sont convaincus et qui le font, on les soutient. Et on espère que les députés qui iront au Parlement seront aussi des véhicules d'un réformisme ou d'une réforme de la chose électorale. On a aussi parlé même des élections en termes de participation des électeurs. On a fait des pays où on a assisté à une systématisation de l'organisation des élections. Et je crois que nous avons beaucoup encore à faire pour que on parle, justement, vous parlez de transparence. Moi, je dis tout froidement et sincèrement qu'il ne peut pas y avoir, dans la catégorie des élections, je prends l'OCHE, il y a des critères et des degrés de transparence. Quand vous arrivez à transparence degré S, vous savez que le Togo, les pays comme le Togo ne peuvent pas prétendre à une transparence des élections. C'est froid, je le dis. Donc ceux qui disent qu'ils veulent que tout soit transparent, veulent pour participer, ils sont peut-être sur une autre planète. On a un certain degré de transparence qui est acceptable, mais qui n'est pas encore ça. J'irai volontiers. Pourquoi, dans notre contexte, on ne peut pas avoir des élections propres? Alors, les élections, participent aux élections ceux qui ont 18 ans. Tout le mécanisme d'établissement de ceux qui ont 18 ans est défectueux. Donc, par principe, et a fortiori, les élections sont défectueuses sur ce premier critère. On peut, normalement, automatiquement, c'est l'administration qui, puisque les gens sont fichés, si les gens sont fichés, quand vous passez de 16 à 17, de 17 à 18 ans, automatiquement, l'administration vous délivre votre carte d'électeur. On vous appelle, vous venez prendre. Si tout fonctionne bien. Donc, ce n'est pas les recensements qu'on organise comme ça, c'est parce que tout le système est défectueux. Or, vous savez bien qu'on le dit, même le code électoral le dit, qu'il y a des gens, c'est le chef qui vient dire qu'ils ont 18 ans. On les enregistre sur la parole du chef. Bon, c'est dans l'informel, c'est dans le subjectif, ce n'est pas sérieux. Mais c'est le système que nous employons, nous sommes à ce niveau. Je crois que... La preuve, pour ce recensement, on a dénombré jusqu'à 33 000 justement, mineurs, ce qui est énorme. Hein. C'est normal, c'est ordinaire. Les gens se sont offusqués, mais pourquoi à 33 000? Moi, je dis, on pouvait m'en voir jusqu'à 500 000. Mais 33 000, c'est quand même énorme. Mais non, ce n'est rien par rapport, c'est rien par rapport au système de certification de ceux qui ont 18 ans. C'est votre parole contre la parole de l'OPS. Donc, ce sont des choses qui sont ordinaires, donc qui sont inhérentes à la loi, le système que nous avons. 10 c'est mineur. Hein, donc bon, je vous en prie. Donc, dans ces conditions-là, on ne peut pas prétendre à de la transparence des élections. On peut prétendre à des élections acceptables. Oui, bon. Mais quel est le seuil maintenant? C'est ça la question. Alors, je reviens à votre question initiale. Je suis perfectionniste. Je participerai volontiers à des élections législatives lorsque je considérerai que toutes ces conditions de base seront réunies au Togo. Et maintenant, on va évoquer comme vous avez... Je voudrais réagir par rapport à cette intervention de mon cher ami pour demander quels sont les critères d'une élection acceptable et transparente.
Alors, puisqu'il a déjà dit, il a défié les élections. Vous ferez un bon journaliste, hein, parce que... non, mais alors, Les critères. il y a deux séries de critères, c'est du classique. Il y a les critères subjectifs et les critères organiques. Alors, dans le subjectif, on parle souvent du politique. Les gens doivent être d'accord sur les conditions d'organisation des élections. Ces conditions peuvent être exécrables, peuvent être mauvaises. Mais si les acteurs sont d'accord, les élections sont dites transparentes. Ça, vous êtes dans le politique. Au Bénin. Justement, dans presque tous les pays du monde, on déclare les élections transparentes parce que les acteurs ont accepté que ces élections soient transparentes. Je vous donne un exemple très précis. En 2014, l'ANC a fait une campagne disant que s'il n'y a pas de réformes, ils ne participeront pas aux élections parce que le fichier serait aconsensuel. En 2015, à 2 mois des élections, l'ANC est revenu pour dire que non, nous participerons à ces élections. On vous demande pourquoi les réformes ne sont pas faites. Vous avez dit que vous n'irez pas. Ils ont dit parce que le fichier est consensuel. Le fichier est défectueux, mais il est un travail d'audit de l'Organisation internationale de la francophonie. Mais il est consensuel. Donc quand il y a le consensus, on peut aller. Maintenant, les critères qui sont objectifs. Le critère du recensement. Le recensement, le fichier électoral, le mécanisme de recensement doit être propre et ne doit souffrir d'aucune critique subjective. Le point que nous soulevions tout de suite, ça a été soulevé par de grands dirigeants aussi du parti UNIR, par des députés de UNIR. On dit, mais les observateurs qui sont venus de l'OIF ou encore de l'OSCE, parce que l'OSCE, l'Union européenne, fait beaucoup d'observations chez nous, ils ont dit, mais c'est le système qu'on a dans le code électoral, c'est écrit. Ce n'est pas bien, mais c'est ce que nous avons et c'est avec ça qu'on le fait. Il y a également un autre critère, c'est le critère financier. Oui. Il y a ce critère-là financier et on parle d'équité dans la répartition des finances. Mais il y a aussi tout le contrôle. Vous savez, c'est un classique, on ne peut pas en parler, on ne peut pas parler de ça comme ça. Mais je veux dire une chose, que le Togo a atteint un niveau d'organisation des élections qui est acceptable et qui est de loin supérieur à plusieurs pays. Notre code électoral prévoit même des institutions qui participent au système électoral, dont la HAC. Dans d'autres pays, il n'y a même pas ces institutions-là. Bon, donc, ce que nous faisons, c'est acceptable, mais on peut mieux faire. Est-ce que la meilleure des garanties n'est pas la représentativité ou la représentation de tous les candidats? On les accepte dans les bureaux de vote. Il me semble que c'est la garantie la plus forte. Il y a également ça. Mais vous savez que le gouvernement togolais a fait un grand effort en finançant lui-même les délégués et certains représentants des partis politiques dans les bureaux de vote. Parce que les partis n'ont pas les mêmes niveaux de ressources. Il y a des partis qui sont très nantis et d'autres qui sont très pauvres. Il y a un parti qui est nanti, à bon, moins que l'UFC soit non, mais je parle en général. Je parle en général. Ça veut dire qu'il y a un punir et puis après peut-être il y a l'UFC. Non, mais je parle en général. Il y a des partis qui sont très nantis, qui n'ont pas de problème pour financer leurs élections. Mais il y en a qui ont toutes les difficultés du monde. Or, ils doivent aussi sécuriser les votes de leurs électeurs dans les bureaux de vote. Comment ils vont le faire? Alors que quand des partis donnent 1000 francs à leurs délégués, il y a d'autres partis qui donnent 5000, qui donnent 10 000. Donc il y a toutes ces disparités-là qui peut être corrigées si on avait doté l'institution indépendante comme la CENI de moyens conséquents pour permettre à tous, parce que c'est aussi la promotion de ce qu'on appelait la démocratie. Et si tant est que nous voulons faire la démocratie, il faut qu'on donne les moyens à tous les partis et à tous les partisans de participer aux élections avec les mêmes niveaux d'aisance. Okay. Moïse Nyonfa. Oui, je voudrais réagir par rapport à ce que notre ami vient de dire, et en disant que heureusement il a répondu à ma question, il a répondu parce que vous savez, j'avais demandé les critères qui caractérisent une élection. Voilà. Au départ, il avait un peu biaisé, mais finalement, il est revenu sur la réponse. Vous savez, aujourd'hui, au Togo, tous les partis politiques, je le dis, sont sur le même pied d'égalité. La loi a été votée et
pour faire une élection, quand vous êtes candidat, il y a un montant à ne pas dépasser. Est-ce que je mens? Bien sûr. Nous tous, nous respectons cette loi-là. Et C'est le game. oui, ah oui. C'est vrai, vous concernant également à UNI, parce qu'on voit sur le terrain les moyens qui sont déployés. Non. Si quelqu'un ne veut pas dépenser jusqu'au seuil qui a été limité par la loi, c'est que il ne veut pas faire des dépenses. Nous avons... Ce que nous voyons pour l'élection présidentielle, si... nous avons... Si quelqu'un peut m'aider, il me semble que c'est 100 millions, ou non, c'est 300 millions. Hein. C'est 300 millions. 500 millions. 500 millions, mais les moyens qui sont mis en jeu, parfois on parle de 5-10 milliards. Non, je parle des élections législatives. Législatives. Et c'est combien? Tu peux nous le dire? Vous savez, ce que vous dites, c'est ce qui est écrit dans les tests. Mais ce qui se passe dans la réalité, dans tous les pays du monde. Moi, j'ai participé en tant que candidat à des élections législatives en Europe. Un instant. À l'UNIR, je sais comment ça se fait la décharge. Nous respectons la loi. Non. Ce qui a été dit, le seuil qui a été donné, on ne peut pas le dépasser. Et c'est pourquoi... Et c'est pourquoi... C'est pourquoi... M. Bouka, vous avez du mal à nous convaincre. Là. Non, mais c'est parce que c'est vrai. Mais on peut se laisser convaincre aussi pour pouvoir évoluer. Non, mais voilà. Monsieur Yompa, c'est vrai. Est-ce que les élections seront transparentes? On se comprend. Ouais, Non, je pense que M. Bouka a fini avec moi, comme on le dit. oui. Il a fini avec moi parce que il suffit de voir les moyens que lui, en tant que candidat, a déployé déjà sur le terrain et mes moyens pour se rendre compte que ce n'est pas la même chose. Non, ce que nous voulons dire, c'est effectivement... Oui, si tu vois des gens derrière moi, c'est parce que je suis aimé par la population. Oui. Si tu vois du monde derrière moi, c'est que je suis aimé par la population. C'est vrai. C'est pas de l'argent. Oui, surtout... Vous voyez des gens qui viennent à la Obiti. Oui, parce que vous avez tracé beaucoup de routes Voilà, aussi. Hein? j'ai réalisé beaucoup de choses dans la préfecture du Golfe. Non, vous n'avez pas réalisé, vous n'avez rien réalisé. Vous avez pris les sous que nous avons cotisés avec nos taxes, etc. Et vous avez fait le job pour lequel nous vous payons. Vous n'avez rien réalisé parce que ce n'est pas de votre poche. Et ça, vous l'avez dit quand vous êtes venu dans le même canton que moi, dans le canton où j'habite. Vous avez dit que vous avez réalisé des écoles, vous avez réalisé ci et là. Non, vous n'avez pas réalisé. L'État togolais, avec nos taxes, a réalisé, mais il se fait que vous êtes l'argent public là, en ce moment, que nous payons pour ce job, et c'est ce que vous avez fait. Voilà, vous avez fait votre job. Je vous dis merci parce que d'autres personnes qui sont à votre place ne le feront pas et ne le font pas. Effectivement, je le fais à mon temps. Je blâme ces personnes-là, mais je ne dis pas pour autant que vous avez fait du miracle. Mais je l'ai fait à mon temps. Ce qu'il dit, c'est vrai. Vous avez été payé pour ce job, non? Non, je dis bien que je l'ai fait à mon temps. Ah oui, je l'ai fait parce que je suis là-bas, je suis à ce point, il faut que je le fasse. Oui. Parce que donc, si des gens sont derrière moi, c'est parce que j'ai été utile pour eux. Est-ce que vous voyez? Donc, si vous voyez des gens dans les cantons qui sont nombreux pour m'accompagner dans la campagne, c'est parce que je suis utile pour eux. Voilà. Je peux vous assurer que si d'autres partis, notamment les partis de l'opposition, avaient la possibilité d'avoir des postes qui nous rendent assez proches de la population, nous n'aurions pas fait moins que ce que vous avez fait. Nous ferions sûrement plus. Donc, je ne voudrais pas qu'on se focalise vraiment sur cet aspect-là. Parce que moi aussi, je travaille quelque part et je peux vous assurer que j'ai des populations qui reconnaissent les efforts que je fais avec les maigres moyens qui sont mis à ma disposition. Voilà. Je parlais tantôt de disproportion des moyens. Vous avez vu la disproportion de moyens. Les candidats unis, la plupart du temps, on n'a même pas à en parler. Oui. C'est-à-dire que se mettre à vouloir parler de la disproportion entre les moyens, c'est perdre du temps. Tout le monde sait qu'au Togo, pour n'importe quelle élection, UNIR a toujours plus de moyens que nous. UNIR est capable d'utiliser même des moyens de l'État. Non. Maintenant, ils ont essayé de le cacher un peu. Tu ne verras aucun moyen de l'État
Avant, on le faisait. Non, tu ne le verras pas. Cette fois-ci, je ne l'ai pas vu. Oui, tu ne verras pas les moyens de l'État déployer par les... Non. Et les moyens de l'État peuvent se déployer sous plusieurs formes. Ça aussi, il faut le dire. Et l'exemple? Les moyens de l'État peuvent se déployer sur plusieurs. Je vous donne un exemple simple. Lorsque vous, M. Aboka, président de la délégation spéciale, pendant la période de campagne, je vous vois mettre des tracteurs sur les routes pour nous tracer les routes. Et c'est-à-dire vous tracez les routes aujourd'hui et demain vous venez en campagne dans le même quartier jeudi. C'est déjà une manière d'utiliser les moyens de l'État. Monsieur Yofam, je suis malheureusement, dans ma mission de développement. Et là, ça me réjouit. Je suis dans une mission de développement dans le Golfe et dans Gonivé. Mais on ne va pas trouver d'issue à ce débat. Oui, non, mais écoutez, s'il vous plaît, monsieur Boko. Oui, ça me plaît. Ma mission, c'est le développement du Golfe et d'Agonivé. Et quand tu vois dans une rue des tracteurs, c'est que je suis en mission de développement. Oui, d'accord. Je suis tout à fait d'accord avec vous. Pas en campagne tout à fait d'accord politique. Avec vous. Mais comprenez aussi que quel que soit ce que vous allez réaliser avec votre bon cœur. Ça, nous vous connaissons pour ce travail. Je suis en mais quel que soit ce que vous allez réaliser, si la période coïncide, on peut supposer que cela va aussi dans votre avantage. On va refaire cette parenthèse. Non, s'il vous plaît. Est-ce que tu m'as une fois vu en tenue d'unir sur un tracteur en train d'ouvrir une voie? Vous n'en avez pas besoin. Voilà. Mais quand tu me vois en t-shirt, tu me vois avec le chapeau. Absolument. Et ça, je suis en mission pour le développement. Pas une campagne politique. D'accord, c'est bien compris. Voilà. Oui. Il a absolument raison. Absolument raison. Il a une fonction. Il doit faire ce travail. C'est son travail. Maintenant, quand les campagnes arrivent, ceux qui sont engagés dans des partis vont faire ils iront faire leur campagne là où ils veulent. Vous savez, c'est un problème qui est lié à notre système. C'est un problème de système. Parce que dans d'autres pays, dans certains pays, quand vous avez une responsabilité comme ça, vous vous désengagez d'un parti. Vous ne représentez plus un parti politique. Et d'ailleurs, même dans les pays comme le nôtre où ce système existe, le bénéfice on le voit beaucoup plus pour les présidentielles. C'est-à-dire lorsque vous changez, on choisit le chef de l'exécutif et vous faites le bilan. Quel est le bilan de votre présidence? Alors, ces genres de projets de développement comptent en ligne. Mais si c'est pour des législatives, je crois que la critique de monsieur Inonfam, elle est fondée, mais elle est opinable. Monsieur Inonfam, revenons maintenant donc à nos oignons. Oui. Est-ce que ces élections vous rassurent? Vous croyez en la transparence du scrutin du 20 décembre? Je doute fort avec une population où vous avez 75% qui n'ont pas de pièces d'identité, c'est-à-dire qu'on ne peut pas certifier vraiment comme Togolais. Je doute fort qu'avec un pouvoir comme UNIR qui a plus de moyens que les autres partis, je doute fort qu'avec le climat sociopolitique actuel, on puisse dire qu'une élection, que ce soit celle de 2018 actuellement ou celle qui s'était passée, puisse être transparente. Je dis non. C'est-à-dire que les conditions de cette élection de 2018 ne sont pas les pires que celles que nous avons connues avant. En réalité, il n'y a qu'une certaine... comment on dit ça, on essaie de faire un peu mieux, mais quand vous voyez derrière, il y a beaucoup de choses qui ne vont pas bien. Mais par contre, participer à ces élections par contre, nous avons un enjeu qui est très important. Et il faut que les Togolais le comprennent. Aujourd'hui, vous savez, nous avons un parlement où tout est bloqué. Vous avez deux camps essentiellement qui ont la majorité absolue et qui auraient pu nous faire les réformes, mais qui ont refusé de le faire. Qui préfèrent s'entendre lorsqu'il faut augmenter leurs indemnités, lorsqu'il faut augmenter leurs dotations en carburant, lorsqu'il faut faire de grands voyages, prendre des avions, des photos, etc. Là, ils s'entendent très bien. Mais quand il faut faire les réformes pour les Togolais, vous ne les voyez pas. C'est pour ça que nous disons, toutes ces personnalités-là que nous respectons, qui aussi ont voulu faire quelque chose pour ce pays, je les respecte beaucoup, ils en ont beaucoup fait, mais nous voyons qu'ils sont limités.
Nous leur demandons simplement à travers ces élections-là de laisser place à des gens qui sont capables d'aller au consensus pour que définitivement nous enterrions cette histoire de réforme et qu'on s'occupe de la situation sociale même des Togolais. Vous savez, on nous a dit que nous sommes dans un mandat social. Et tout avait été annoncé pour aller au mieux que cela. C'est vrai qu'il y a des crises, etc., qu'on peut mettre aussi en défaveur de la réalisation de ce mandat. Mais je continue par le dire que si certaines personnalités restent toujours autour du chef de l'État, le chef de l'État peut tout faire, quelle que soit sa volonté, il n'aura pas un mandat social. Tant qu'on n'aura pas dégagé ceux-là qui vont prendre l'argent de l'État, qui vont le garder pour eux seuls, qui ne vont rien foutre. Vous avez des projets qui sont très beaux qu'on présente. Tout cela, hein? On présente beaucoup. Prenez simplement les grands projets. Vos amis pour que vous les connaissiez. Non, prenez simplement les grands projets dans ce pays. Vous savez, Monsieur Aboka est devant moi. Ce n'est pas parce qu'il est là, je le critique, je critique son parti. Mais je peux vous dire, par exemple, que je l'admire. Je l'admire parce qu'au moins je le vois à l'œuvre faire quelque chose. Je l'admire parce que je sais qu'il a d'autres moyens, il va faire plus que ça. Mais il y en a que nous connaissons. Nous savons où est-ce qu'ils puisent les fonds. Vous savez, vous avez tous appris les scandales financiers que nous avons dans ce pays. Moi, je pense d'ailleurs, et ça, si le jour où nous entrons au Parlement, il faut d'abord faire dissoudre cette histoire de commission de lutte contre la corruption. Il faut d'abord faire dissoudre ça. Si c'est juste pour qu'on mette des gens qui viennent eux aussi manger un peu, il faut qu'on dissolve ça. Deuxième chose, la Cour des comptes, si elle ne peut pas faire mieux, elle n'a qu'à partir également. Je préfère qu'on ait un conseil économique et social qui travaille véritablement que d'avoir une Cour des comptes qui est là juste pour le nom. Donc vous essayez de me convaincre que tout ça se passe sous le régime uni, hein? Vous avez un autre régime actuellement? Monsieur Aboka, est-ce que vous confirmez tout ce qu'il dit là? Non, vous savez, je disais que... Les jeunes. Notre frère... Notre jeune frère, hein? Jeune frère. Vous savez, il y a des choses que... Les jeunes, un adulte voit mais ne dit pas. Un jeune, même assis sur le toit, ne peut pas voir ce qu'un vieux assis voit. Est-ce que vous voyez? Un jeune qui est assis même sur le toit, ou bien qui est même debout sur le toit, ne peut pas voir ce qu'un adulte, un vieux assis voit. Qu'est-ce que vous voyez donc? Donc, notre jeune frère, il a parlé, je l'ai écouté, c'est sa conception, mais heureusement qu'il reconnaît quand même que des gens travaillent. Bien sûr. Et ça, il a été honnête en disant que certains font leur travail. Et nous allons toujours avancer dans cette logique-là pour que chacun fasse son travail. Et nos jeunes frères, ils sont là, ils vont nous accompagner. Et je sais que... Qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce que vous voulez dire? Ils vont vous accompagner. C'est ce que je ne comprends pas. Qui il et qui vous, et que veut dire ce verbe accompagner? Si vous pouvez... Vous voulez que je vous l'explique? Bien sûr. Accompagner, ça veut dire quoi? Que pour développer un pays, il faut que chacun amène sa contribution. Donc, vous et moi, nous devons travailler ensemble pour bâtir un pays prospère, un pays stable. Voilà ce que je veux dire. Oui. Écoutez, on a vu tout ce qu'on a dit autour de la transparence du scrutin. Quand on ajoute à cela les différentes listes qui ont été positionnées, il n'y a pas un seul parti qui est positionné des candidats dans toutes les circonscriptions. Au sein des partis en dehors du NIR, c'est encore plus grave. Le NET a positionné dans 13 circonscriptions. L'UFC, il me semble, 21 circonscriptions. Dans ces conditions-là, est-ce que UNIR ne va pas gagner haut les mains cette élection? Bon, UNIR a beaucoup de chance, beaucoup plus de chance que tous les autres partis qui participent. Il faut être honnête. Et parce que UNIR a d'abord beaucoup plus de moyens. Ensuite, UNIR est au pouvoir. Et UNIR qui gouverne. Bon, en plus, c'est le gouvernement qui organise les élections dans tous les pays du monde. Or, UNIR a beaucoup plus d'embranchement et de démembrement dans le gouvernement. Donc,
à la rigueur, il n'y a pas une attitude affichée d'aide, mais il n'y a pas hostilité et il n'y a pas entrave délibérée. Donc c'est un critère qui avantagerait UNIR. Maintenant, nous n'avons pas, je parle de l'UFC, vous savez, nous sommes sortis en 2013 avec 3 députés, dont un a fait défection. Donc notre objectif, c'est faire plus de députés que ceux que nous avons aujourd'hui. Et nous avons fait une démarche politique qui nous a fait perdre beaucoup de plumes. Et nous savons qu'il nous faut du temps, un peu de temps pour reconquérir notre base, notre clientèle populaire. Donc nous n'avons pas trop de prétentions. On ne rivalise pas directement comme ça dans ces circonstances-là avec UNIR qui est beaucoup plus assis, qui est mieux assis que nous. Bon, là, c'est nos calculs. L'essentiel, c'est pas que nous, en tant que parti d'opposition, nous ayons la majorité au Parlement. Non. L'essentiel, c'est que les partis qui seront au Parlement puissent s'entendre sur les grandes questions, les grands débats nationaux, de faire en sorte que le pays puisse avancer, chacun donnant sa contribution. Je crois que si le mot accompagné dont il parle est entendu dans ce sens, il est acceptable, parce que ce sont des termes politiques qui peuvent créer beaucoup d'amalgames, surtout vu le contexte. Et là, je suis un peu plus sérieux, vu le contexte dans lequel nous allons à ces élections, c'est un terme qui peut porter à confusion. Donc, et je souhaite ajouter ceci. Non. Je souhaite ajouter ceci. Et nul ne peut contester la tradition oppositionnelle de l'UFC au Togo. Absolument. L'UFC est en accord avec UNIR. Personne ne peut le contester. Mais on ne peut pas faire d'amalgame sur les identités. Nous venons de 2 sources, de 2 souches différentes. Et tout, à l'origine, et dans le parcours nous oppose. Ce qui nous unit, c'est l'issue. Et donc, si nous allons aux élections, ce n'est pas parce que les élections se font, parce que UNIR va aux élections. Nous attendions cette législature-là, le changement de législature depuis 2013. Le moment est arrivé, nous y participerons. Ensuite, nous avons la CEDEAO qui a fait une certaine facilitation, qui nous assure que le scrutin est praticable, c'est-à-dire qu'on peut aller à ces élections-là. Donc c'est dans ce sens-là que nous sommes, et nous avons un programme à défendre après les élections. Oui. Voilà. Moïse Jean-Femme, est-ce que la majorité écrasante n'est pas garantie pour unir lors de ces législatives? Alors moi j'ai envie de regarder les Togolais droit dans les yeux et de leur demander à ces bonnes femmes qui sont au marché, peut-être même actuellement, alors que le dimanche elles auraient pu se reposer, de demander si leurs conditions de vie sont bonnes, de demander à ces enseignants qui travaillent dans des conditions pénibles, si leurs conditions sont bonnes, de demander à ces médecins s'ils sont contents que nous n'ayons pas un scanner à l'hôpital CHU Tokoin, le plus grand hôpital, simplement parce que quelqu'un a pris le loisir, a eu le temps de faire ce qu'il veut de ce projet-là du scanner. Je voudrais demander à nos frères qui me ressemblent, ces jeunes qui sont là au Togo en train de se demander quel est le sort qui leur est réservé. Je voudrais leur demander s'ils pensent vraiment qu'il faut encore donner une majorité à UNIR. C'est à eux que moi je pose plutôt la question. J'ai une question d'abord. Est-ce que ce sont les députés qui changent ces conditions pour les citoyens? Vous savez, il n'y a rien que le gouvernement ne puisse faire et sur lequel le Parlement ne puisse agir pour que les conditions soient les meilleures. Ah bon, comment? Oui. Au-delà de légiférer, vous savez que le Parlement doit contrôler aussi l'action du gouvernement. Et dès que nous commençons déjà les sessions budgétaires dans tous les ministères, etc., il est important que nous ayons un Parlement ou des parlementaires qui fassent un peu ce que je dois dire comme l'inventaire de ce qui s'est passé avec la loi de finances dernière, et essayer de voir dans quelle mesure on peut réagir par rapport à ce qu'il a dit. Donc je parle à cette opinion-là en leur disant s'ils veulent accorder plus de voix à UNIR, mon ami M. Yafam disait que les conditions des enseignants mauvaises, je voudrais dire que moi je suis un enseignant. Vous avez été enseignant. Je suis un enseignant. Notre condition de vie est améliorée. Nous gagnons un salaire
qui est aujourd'hui vraiment un bon salaire. Oui, parce que je te le dis. Lorsque quelqu'un a été 50e sur 60 moi, dans sa classe et qu'il devient 40e c'est parce que, vous savez, sur 60, si tu étais enseignant, tu allais comprendre. Mon père fut enseignant, monsieur Abouka. Vous savez, je sais ce que c'est que l'enseignement. J'ai été élève, j'ai été étudiant, donc je sais ce que c'est que l'enseignement. Quand on est 50e sur 60e ce que tu et qu'on devient 40e sur 60e, on ne peut pas dire qu'on est vraiment meilleur. Non, oui, c'est vrai. De 50 à 60, il y a une amélioration. De 60 à 60, non, vous n'êtes pas bien payé. Peut-être vous, monsieur Abouka, mais les autres ne sont pas bien payés. C'est faux, mon cher ami. Ceux que je côtoie tous les jours, ceux dont la misère ressemble à ma misère, ne sont pas les mieux payés. Mais ils vous trompent. Si les enseignants posent problème, prenez les journalistes. Moi, je suis un enseignant. Volontiers. Je suis bien payé. Allez vous renseigner au niveau du ministère. Combien on gagnait avant? Vous comparez ça avec combien vous gagnez aujourd'hui? Il faut aller maintenant vous renseigner au ministère. Oui, 50e, vous êtes maintenant 40e. Sur 60 toujours. Donc, si quelqu'un, si un enseignant vous dit que aujourd'hui, lui ne gagne pas, c'est parce qu'il n'est pas de bonne foi. On gagne bien par rapport aux années précédentes. Oui, sauf que c'était déjà bas. C'était tellement bas que les efforts que le gouvernement a fait aujourd'hui ne sont pas conséquents par rapport au niveau de vie, par rapport à ce qui se passe dans la sous-région, par rapport aux besoins vitaux que nous avons aujourd'hui. Voilà ce que nous sommes en train de dire. Est-ce qu'on ne se trompe pas de combat? Il faut aller vous renseigner. Doit être ça. D'ailleurs, je vous pose la question, quand je vois la campagne, j'ai l'impression qu'il s'agit d'une campagne présidentielle. Parce qu'on promet des routes, on promet des écoles, on promet de changer les conditions. Est-ce que les députés à l'Assemblée, leur rôle, c'est de créer les conditions, c'est de changer les conditions? Nous n'avons pas pose la question. Pose la question. Je vous ai vu les affiches d'unir aussi. Ouais. Alors, avec écoutez bien. Il a dit de forage, construction de routes, etc. Les députés, est-ce que c'est ça que vous voulez faire à l'Assemblée? Non, vous savez, comme je viens de le dire, tout projet passe par l'Assemblée nationale. Alors, donc ça veut dire que vous faites les mêmes choses que l'exécutif. L'exécutif va se réclamer de quel projet maintenant? Écoutez bien, ce qu'il a dit est vrai. Tous les projets du gouvernement passent d'abord par l'Assemblée nationale. Et c'est là où tout est voté. Le budget, qui le vote? C'est les députés. Qui vote le budget? S'il faut construire des forages, des routes, des hôpitaux, qui vote le budget? Les députés. Je me rappelle que l'année passée, donc si vous avez voté un budget, ça vous donne le droit de revendiquer les réalisations qui auront été faites. Vous avez voté le budget d'une route, par exemple. Le gouvernement exécute la route. Est-ce que ce sont les députés qui ont fait la route? Mais qui a voté le budget? On ne dit pas qu'on veut revendiquer. Non! C'est pas ce qu'on veut dire. Mais vous promettez? Non. Vous avez. Non. On ne promet pas de construire des choses. En tout cas, nous n'avons pas promis de construire des choses. Ce que vous avez promis changer les conditions des enseignants? Non, vous avez lu ça sur quelque chose? Non. Ce que nous disons, nous disons que. Écoutez, monsieur Gilles, si aujourd'hui nous pouvons être au Parlement, interpeller des ministres sur le travail qui est le leur, si nous sommes capables de dire à tel ministre, eh bien, tel projet qui est au niveau de votre ministère, nous ne comprenons pas comment vous menez à bien ce projet-là. Si nous sommes capables de dire à tel endroit, nous voulons mieux comprendre un peu ce qui se passe au niveau des phosphates. Nous avons parlé du prix du pétrole, ou du moins le système même de fixation de ce prix-là, le mécanisme de fixation. Nous voulons comprendre ce mécanisme et nous pensons qu'il y a des choses dedans qu'on peut sortir pour aider les Togolais. Voilà ce que nous sommes en train de dire. Nous sommes simplement en train de dire que nous voulons que les Togolais nous donnent leur voix, que les Togolais nous mandatent pour aller dire oui, nous avons vu ici qu'il y a de la ressource et avec cette ressource-là, on peut bien faire vivre les Togolais. Voilà ce que nous voulons faire. Je voudrais convoquer un arbitre. Docteur Folly, vous allez sortir de votre pôle de militant en tant que politologue. Dans quelle mesure le législatif peut agir sur l'exécutif et changer les conditions de vie? Parce que quand moi je vois le déroulement de la campagne, je suis un peu perdu. Je suis d'accord avec votre observation. Vous avez 300% raison. Les gens ont fait trop de surenchères. Le législatif, comment advient le contrôle de l'action gouvernementale à travers le législatif? C'est à travers des rapports et à travers des auditions qui se font dans le Parlement. Le législatif n'a aucun pouvoir sur l'exécutif au Togo. Les réclamations ou bien les avis peuvent être envoyés au Premier ministre
ou à tel ministre, mais ça demeure des avis. Et le législatif n'a pas... Mais le budget, ce ne sont pas les projets gouvernementaux. La loi de finances, lorsqu'elle se vote, vous savez comment ça se passe. C'est les accords d'importation qui se font sur vérifie depuis le mois d'août. Ce sont des choses qui se font déjà. Ce ne sont pas les députés qui font ça. Et allez suivre les débats parlementaires sur le budget. Les députés que nous avons ne font pas des études, des documents du budget. Ils n'ont pas de cabinet. Il n'y a pas d'études techniques sur ce qui se fait. Allez, prenez les éphémérides au Parlement. C'est pas ça. C'est pas ce qui se passe. Le Parlement ne fera pas ça. C'est l'exécutif. Alors, mais quel est le lien entre le législatif et l'exécutif? C'est qu'un parti comme le NET, qui a son programme de gouvernement, programme exécutif comme s'il était élu président, il va traduire ce programme qui est exécutif en termes de loi, de légifération. Il va faire des propositions de loi au Parlement qui vont permettre à ce que ces idées-là puissent tomber sur les tables des différents ministères. C'est le seul lien qu'il y a. Sinon, les gens veulent construire des routes, mais non, les députés ne font pas ça. Il y a des députés qui sont même allés loin, jusqu'à promettre aux populations qu'ils leur feront tel, ils leur feront cela. Mais non, le député gagne combien? Le député n'a pas un budget exécutif. Il n'a pas de budget. Il a son petit salaire, c'est tout. 1 200 000, c'est rien. Il y a des postes dans l'exécutif et même dans des directions dérivées de l'exécutif où les gens sont 1,8 million à 3 millions. Le député n'est rien. Le Mais député, pourquoi il est attendu légifère. sur ce plan-là, sur le terrain? Non, c'est parce que justement, la culture populaire est de caniveau, vous m'excusez ce terme-là. Les populations ont des attentes qui dépassent les limites et les prérogatives des membres du législatif. C'est comme si nous étions dans un film où des gens jouent, et ceux qui sont derrière les caméras, ceux qui regardent. Nous savons que les députés ne peuvent pas faire. C'est pour cela qu'ils n'élisent jamais quartier dans leur circonscription. Quand ils sont, vous savez que même le mandat impératif n'existe pas, c'est le mandat représentatif qui existe. Donc c'est de l'illusion. C'est l'une des raisons pour lesquelles le législatif ne m'intéresse pas trop. Parce que vous vous trompez. C'est une forme de tromperie des masses. Et donc, vous êtes dans une situation où les populations... Nous avons eu des discussions comme cela à l'UFC. On a dit, mais les gens, n'allez pas promettre, ne promettons pas des choses qui ne sont pas du ressort des députés. Est-ce que vous pouvez gagner sans promettre dans notre... Justement, est-ce qu'on peut gagner sans promettre au Togo? Et on gagne sans promesse. On peut pour la simple raison qu'au Togo, nous sommes encore dans le vote sentimental. Les gens votent pas par rapport au tricot ou au gadget que UNIR va distribuer aux gens, ou aux 5 000, aux 2 000 que les autres partis vont donner aux populations. Non. Les gens prennent cet argent, mais ils votent selon leur cœur, après. Et il y a même des slogans où les gens disent « Prenons l'argent, faisons autre chose ». Au Togo, on vote, on vote par les programmes. Vous écrivez des programmes bien alléchants, population, ça veut rien dire. Peut-être dans Lomé urbaine, peut-être, mais quand vous sortez dans les zones rurales, ça veut rien dire. Donc les gens ne votent pas le programme. Quels sont les déterminants du vote alors? Oui. Alors, c'est le sentiment, c'est les mouvements sentimentaux. Et dans ces mouvements sentimentaux, il y a l'histoire, il y a la communautarisation, il y a la personnalité aussi, et ce sont des votes qui ne sont pas objectifs, ce sont des votes qui sont sentimentaux, qui sont subjectifs. Les gens votent. Il y a des gens qui prennent leur bulletin, ils veulent voter pour tel candidat, en cours de route, ils changent carrément. Oui. Donc, ce n'est pas la question, c'est une erreur et c'est une double erreur, et c'est grave. Je voudrais réagir par rapport à ce que dit mon cher ami. Je peux finir. Voilà. Je peux finir. Oui, allez-y. Donc, on vote pas parce qu'on fait des promesses. Et j'exhorte les candidats à cesser de faire des promesses mirobolantes parce que ça fausse, au niveau de la base togolaise, la connaissance et l'image que les gens ont sur le législatif. Dans une perspective d'éducation sociale, c'est pas bien que les députés aillent faire croire aux populations qu'ils peuvent faire des choses qui sont du ressort de l'exécutif. C'est pas bien pour l'éducation politique. Merci. Oui, ce qu'il dit est vrai. Mais je voudrais aussi ajouter qu'un député, il peut, s'il a la capacité d'avoir des relations à l'extérieur, il peut réaliser quelque chose pour sa population. C'est possible, on peut le faire. Si tu as des relations qui sont bien, des relations qui peuvent vraiment t'aider à aider la population, tu peux le faire. Je connais des gens qui sont des députés,
mais qui ont des relations à l'extérieur. Qui négocient des jumelages. Qui négocient des jumelages, des financements pour leur localité. Et facilement, ça peut se faire également. Il a dit ce que est vrai, mais je voudrais aussi ajouter cela qu'un député peut, s'il a la capacité, négocier des financements à l'extérieur pour aider sa population. D'accord. On va boucler cette émission. Est-ce qu'on s'achemine vers le renouvellement de la classe politique au Togo? C'est la question centrale. En une dizaine de minutes, on va faire le tour de la question. Moïse Nyonfa. Oui, merci. Pour moi, je crois que le renouvellement même de la classe politique se fait d'une manière ou d'une autre. Parfois même, elle peut être assez brutale. Parfois, elle passe en douce et on ne s'en rend pas compte. Je vais vous donner un exemple simple. En 2010, j'étais moi-même sympathisant d'un parti que je ne dirai pas à Dr Gada. Et ce parti devait présenter son candidat naturel également à la présidentielle. On sait où se trouvent les candidats. Et comment ça s'est passé? Et puis le candidat ne pouvait plus être candidat. Et c'est à la dernière minute qu'un de ses lieutenants, que personne ne voyait comme leader véritablement en ce moment, est venu prendre sa place. Et ce leader-là, depuis cette élection-là, s'est battu lui-même pour avoir aujourd'hui une certaine personnalité. Et qu'on le veuille ou pas, cette personne-là a une certaine personnalité. On ne me dira pas que ça a été un renouvellement négocié ou ça a été planifié comme ça. Non. C'est de la même manière. Oui, c'est de la même manière que vous allez voir. Regardez dans tous nos partis politiques, vous verrez qu'à un moment donné, bon là, mal là, il y a des leaders qui sont soit obligés eux-mêmes de se retirer pour que d'autres viennent. Ça veut dire qu'il y a une certaine volonté de le faire, ou bien ça peut aussi être des concours de circonstances qui font que, eh bien, la classe politique peut se renouveler. Nous ne souhaitons pas que le renouvellement de cette classe politique-là, après ces législatives, soit simplement comme une victoire des uns sur les autres. Non, ce n'est pas nous. Nous aurions d'ailleurs souhaité que la coalition participe à ces élections-là. Ça, nous le disons fondamentalement parce que, en sortant de notre congrès en 2017, en juillet, avant même le 19 août, nous on avait déjà prévu que nous allons nous battre pour aller au Parlement, pour mieux nous faire entendre. Donc ça n'a rien à voir avec le boycott des uns et des autres. Mais je voudrais dire au Togo, chacun est libre d'aller à une élection ou de ne pas aller à une élection. En 2015, je connais qu'ils ne sont pas allés à des élections. Ouais. Et en ce moment, ils étaient sortis. Monsieur Tipi Achadam, Monsieur Abbas Kaboua, Claude Ameganvi, etc. Même Maître Pandé Adjare, etc. Nous avons vu le cas, etc. qui ont dit en 2015 il ne faut pas qu'on fasse ces élections-là parce qu'il n'y a pas eu les réformes, parce qu'il y a eu ça et eu ça. Et quand ils étaient dans la rue, mais je connais des gens qui étaient contents qu'on vienne les renvoyer de cette rue-là parce qu'on leur disait mais écoutez, on dit qu'il y a les élections, même si vous voulez boycotter, allez rester chez vous à la maison. Alors si aujourd'hui les mêmes personnes qui ont contribué à cela pensent qu'il faut aujourd'hui jeter de l'anathème sur les autres, je dis Dieu nous regarde. Monsieur Aboka, à qui profite le boycott de la coalition des 14? Vous savez, les Togolais sont maintenant mûrs et tous ceux-là qui aujourd'hui refusent d'aller aux élections législatives, en tout cas, ils savent que les Togolais sont maintenant mûrs. Et nous, au niveau de l'UNIR, nous irons aux élections législatives du 20 décembre. Et le peuple togolais étant mu aujourd'hui, votera UNIR. Et donc, c'est un choix. Ceux qui veulent aller sont là. Ceux qui ne veulent pas aller sont aussi à la maison. Donc il y aura élection le 20 décembre. Hein, parce que nous apprenons que le facilitateur ghanéen, le président Nana Akufo-Addo, est en train de refaire des consultations avec la classe politique. Il a reçu les leaders religieux samedi. Ce dimanche, la coalition de l'opposition est attendue au Ghana auprès du facilitateur. Et si la donne changeait? Vous avez posé une question, d'abord, à qui profite le boycott. Le boycott. C'est pour les Togolais. Ouais. Ça veut dire que les Togolais, oui, les Togolais, aujourd'hui, sont mûrs. Oui. Ils sont mûrs. Si les gens ne veulent pas aller aux élections,
tant mieux. Ceux qui sont en face est-ce qu'on aura la paix si les élections ont lieu sans les autres et qu'eux, ils sont désormais sur la touche? Est-ce que ça peut contribuer à la paix? Si la donne change. Si l'opposition ne participe pas à ces élections, ouais, et que finalement, ils se retrouvent à la touche, hein, tous ces anciens députés, est-ce que ça va contribuer à la paix? Mais je vous dis que le Togo veut la paix. Et je vous rassure que le 20 décembre, nous irons aux élections législatives dans la paix, dans la tranquillité. Ceux qui vont choisir de ne pas aller aux élections, c'est un choix, la démocratie. Mais le boycott dont vous parlez, ceux qui ne veulent pas aller, les Togolais vont aller voter. Écoutez bien, monsieur Bokor, ceux-là qui refusent d'aller aux élections législatives, ils sont combien? Ils sont combien, monsieur Bokor? Par rapport à tous ceux-là qui sont aujourd'hui dans la course. Même s'ils sont peu nombreux, leur voix compte. On doit pouvoir les écouter également. Et je vous dis que, écoutez bien, la somme des intérêts individuels ne fait pas l'intérêt général. Ceux-là qui ne veulent pas aller aux élections, leur boycott, en tout cas, le Togo gagne. D'accord. Parce que nous irons aux élections le 20 décembre. Le Togo va sortir de la crise. Et nous allons sortir gagnants. Le Togo va gagner. Docteur Ekwe, à qui profite le boycott? Est-ce qu'il faut l'appeler boycott? Il ne parle pas de boycott, la coalition de l'opposition. Ils veulent empêcher le scrutin. Oui, c'est très complexe. Je dirais juste que est-ce qu'il y a quelqu'un qui tire grand bénéfice du boycott du boycott de la C14? C'est peut-être là, il y a quelqu'un qui perd, et c'est la C14 qui perd. Parce que qu'ils aient été aux élections ou pas, les autres iraient. C'est vrai que de fait, le fait qu'il n'y ait pas la C14 sur le terrain, ça permet de faire le transfert des militants. À moins que leurs militants s'abstiennent. Sinon, il y aura un transfert de votes. Les votes qui, traditionnellement, leur étaient conférés seront redistribués sur donc, les partis qui participent d'une certaine façon. Et il y a un avantage à cela. Mais c'est un avantage fortuit. Ce n'est pas un avantage prémédité et conçu pour qu'il en soit ainsi. La différence. De toute façon, nous avons toujours souhaité que les élections soient inclusives. Ce n'est pas à l'UFC qu'on jetterait cette pierre-là. Nous sommes juste même sortis de la CENI pour qu'ils puissent aller, pour que ça soit inclusif. Le message des chefs d'État à notre président de parti a été très clair. Si on a accédé à la demande, c'est parce qu'on a voulu qu'en fin de compte, ils puissent participer. Et c'est le destin qui a voulu que ces gens ne participent pas. Je n'ai pas à pleurnicher là-dessus. Je ne pleurniche pas là-dessus. D'abord, j'observe. Non, pour moi, c'est un fait indifférent. Et j'observe que la législature actuelle a été catastrophique. Il faut qu'on se dise la vérité. C'est des conflits itératifs sur tous les sujets, même d'intérêt national. C'est toujours des conflits. Ensuite, il n'y a pas eu de proposition. Si vous faites le bilan de l'action de l'opposition parlementaire, il n'y a pas vraiment, le bilan n'est pas positif. Au Togo, on a un problème de logement. Il n'y a pas une proposition de loi où les gens ont voulu limiter, par exemple, le nombre de mois de caution qu'on donne. Les problèmes de sécurité routière, ils sont là. Il y a tellement de choses. Les problèmes de nuisance sonore. Justement, les problèmes de nuisance sonore. Ah, donc, l'opposition n'a pas été vraiment constructive. Et moi, je crois et je voudrais que à la prochaine législature, il y ait une opposition qui soit beaucoup moins conflictuelle et qui soit beaucoup plus constructive. Moïse, 10 secondes. Oui, moi, ce que je voudrais dire, c'est que d'une manière ou d'une autre, je voudrais dire aux Togolais que par rapport à ce combat que nous faisons pour une meilleure législature l'année prochaine, ils doivent comprendre que le choix doit se faire dans le sens de dire à certains de nos compatriotes qui ont fait cette Assemblée nationale-là et qui ne nous ont rien apporté, qu'il est temps qu'ils acceptent que d'autres personnes viennent faire le job à leur place. Parce que on ne peut pas unir. Merci Moïse, parce que le temps est passé. Merci Jean-Fait de passer chez nous. On vous souhaite une bonne chance. Merci. Retrouver l'Assemblée prochaine, peut-être après le 20 décembre. Merci. Merci. Donc ce sera la fin de New World Forum. Bientôt, une nouvelle édition du journal. À bientôt.